tous ceux qui vont le faire. On a besoin qu'il y ait la disponibilité des infrastructures nécessaires comme l'électricité, même si c'est l'électricité avec le soleil, que cela soit disponible, et que les espaces aussi à l'eau qui est l'Internet. C'est ce pourquoi, dans la mesure de l'Internet, on travaille aujourd'hui à ce que personne ne soit mis de côté. J'espère que je présente de la population, ne laisser personne de côté, et que justement vous avez mis en exergue l'aspect connectivité justement qui perd beaucoup de choses. C'est là où il y a la production agricole, c'est là les personnes forcément non éduquées, mais aussi qui ont besoin d'être connectées. Et là, je vais aller quasiment directement dans la même lancée. Je vais poser la question à M. Elias, qui est le directeur du Fonds de service universel. Qui, j'imagine, justement, dans cette mission première, justement, c'est la connectivité rurale, mais aussi tout ce qui est connectivité et inclusion. Et Monsieur Elias, ma question, c'est que vous pouviez nous parler des initiatives en cours du Fonds de service universel du Burundi, j'entends, et les questions que vous êtes en train de faire par rapport justement à répondre à cette problématique de la connectivité, mais également de l'inclusion rurale. Merci, monsieur le modérateur. Moi, je suis Elias Ayoune, directeur du Fonds de service universel de TIC au Burundi. Premièrement, je vais vous dire que notre objectif, donc l'objectif du Fonds de service universel de TIC au Burundi est très clair. Donc, c'est réduire durablement la fracture numérique et garantir l'accès équitable à tout l'ensemble de la population burundaise aux services numériques. Dans ce cadre-là, le Fonds de service universel de TIC du Burundi mène actuellement plusieurs initiatives dans le cadre de réduire la fracture numérique et améliorer la connectivité rurale. Premièrement, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du projet PAFEN, un projet d'extension de la couverture mobile de 178 collines rurales. Ce projet vise à connecter plus de 780 000 habitants qui vont se connecter à l'Internet. Deuxièmement, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet d'implantation des villages numériques. Ce projet aussi va inclure la connectivité des populations en Internet, aussi la connectivité des écoles secondaires et la connectivité des structures sanitaires. Donc, dans ce projet de village numérique va inclure ces trois composantes. Troisièmement, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet de télécentre communautaire dans le cadre de réduire aussi la fracture numérique et promouvoir l'inclusion numérique dans les populations. En quatrième lieu, nous sommes en train d'initier aussi un projet de connecter les écoles secondaires et les structures sanitaires à Internet haut débit. Je vois que ce sont ces initiatives que le Fonds de service est en train de mettre en œuvre actuellement. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur du Fonds de service universel du Burundi. Je pense qu'on aura retenu qu'il y a les aspects de la village numérique et connecter plus de 700 000 familles au foyer. Vous m'excusez si j'ai pas bien capté, mais aussi on comprend qu'il y a un accent fort sur la ruralité pour connecter la ruralité. Et dans la même lancée,
Je vais poser la question suivante va être posée par à Monsieur Docteur Daoud Bekele. Quelles sont les actions qui ont été menées à ISOC Internet Society pour améliorer la connectivité du milieu rural africain? Merci Francis. Bonjour à tous. Je suis donc David Bakare, je suis responsable Regional Vice President pour l'Afrique, pour Internet Society. Et je veux dire deux mots sur Internet Society. C'est une organisation à but non lucratif qui travaille pour un Internet ouvert, global, connecté et accessible pour tous en sécurité. Nous avons des chapitres dans le monde entier, y compris ici au Burundi. Le modérateur en est le président et nous sommes très ravis par le travail qu'ils font pour que plus de gens soient connectés dans leur pays. Pour répondre à votre question, déjà quand on parle de connectivité rurale, surtout en Afrique, c'est vraiment la connectivité pour la plus grande partie de la population. Parce qu'en Afrique, 55% de la population africaine vit dans un milieu rural. Au Burundi, c'est 85%. Dans mon pays, en Éthiopie, c'est 77%. Donc, c'est vraiment parler de la majorité des populations. Le problème, c'est que ces populations sont éparpillées et pour la plupart des modèles commerciaux de connectivité, c'est pas rentable. Donc, les opérateurs normaux ne veulent pas y aller. Donc, c'est pour la raison pourquoi nous avons vu que, je me rappelle, dans les années 90 et encore plus 2000, il y avait une croissance importante de la connectivité. On pensait que ça allait continuer comme ça. Mais on a vu qu'il y a eu un plateau. La connectivité n'augmente pas autant. En tout cas, la vitesse est vraiment... le nombre de gens qui sont connectés est de moins en moins. Et cela, tout simplement parce que le modèle de connectivité qui a servi à connecter les villes ne sert pas beaucoup pour les campagnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des modèles complémentaires, des modèles qui marchent dans les campagnes. Kossi l'a dit, malheureusement, les campagnes sont habituées à ne pas avoir les infrastructures qu'on donne aux villes. Aux villes, on leur donne de l'eau, on leur donne de l'électricité, mais vraiment beaucoup moins pour les populations rurales parce que c'est plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Ces populations, elles sont habituées à trouver des solutions par elles-mêmes, à avoir des puits qu'ils vont développer par eux-mêmes et aussi faire fonctionner par eux-mêmes, avoir des générateurs pour leur électricité, etc. Donc, dans la même idée, nous poussons pour que ces populations rurales aient des connexions qu'ils développent, qu'ils déploient et qu'ils opèrent par eux-mêmes. On appelle ça les réseaux communautaires. Donc, un peu pour répondre à votre question aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de connecter, en tout cas d'aider au développement du modèle de connectivité complémentaire des réseaux communautaires qui permet à ces populations à trouver des solutions pour eux-mêmes. Et bien sûr, c'est pas quelque chose en dehors des lois. Donc, il faut travailler pour qu'il y ait des régulations qui sont favorables à cela. Et nous sommes très heureux parce que de plus en plus de pays comprennent ce modèle
et donc incorporent ce modèle dans leur régulation, il leur faut de l'argent. Nous donnons des fonds pour que ces communautés développent leur réseau communautaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça soit durable, et pour cela, il faut qu'ils trouvent des moyens de développer eux-mêmes leurs finances, et on les aide à trouver ces modèles qui fonctionnent. Et il faut aussi les entraîner. L'une des choses très intéressantes de ce modèle, c'est que les communautés elles-mêmes deviennent les opérateurs. Donc, il faut qu'ils aient des compétences techniques, aussi de business pour faire fonctionner ces réseaux. Donc, merci et j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci beaucoup, monsieur, docteur Daoui. Je pense que vous avez soulevé justement le fait de soulever ces enjeux en matière de connecter la ruralité, les challenges qu'il y a, l'éparpillement justement des communautés rurales qui font que pour les opérateurs classiques, c'est pas un modèle où ils font de l'argent. J'essaie de plus ou moins de schématiser, de résumer ce que vous avez dit et que ISOC justement essaie de faire un accompagnement durable. C'est le mot que j'ai retenu, la durabilité. Et là, vous m'entendez une brèche formidable. Je vais m'adresser la prochaine question au représentant de Starlink Burundi, Monsieur Donatien Daishimiye, DG Mediabox, par rapport à ce qui vient d'être dit, mais également à la solution que Starlink apporte au Burundi, qui est vraiment la contribution de Starlink, sachant que c'est une solution satellitaire, justement, dans la réduction de la fracture numérique. Quand je disais que M. David Bekele m'a tendu une brèche par rapport à ça, parce que j'ai compris que la ruralité, ça reste un modèle économique très, très difficile et des moyens insuffisants, mais également, on a l'obligation de connecter tout le monde, c'est même l'objectif de ISOC, mais également de l'IGF, que personne ne soit laissé de côté, que tout le monde puisse bénéficier et de ce outil formidable qu'est l'Internet. Justement, M. Donatien, DG et Mediabox, quelle est la contribution de Starlink Burundi dans la réduction de la fracture numérique sur le territoire du Burundi? Et si vous pouvez justement nous brosser l'expérience, en termes d'expérience que vous avez déjà vu, mais également les potentialités et possibles exploitables. Et la parole est à vous, monsieur DG. Merci. Permettez-moi de remercier d'abord les organisateurs de ce forum, les personnalités et l'ensemble d'acteurs et partenaires qui sont dans cette salle et qui contribuent au développement du numérique en Afrique. Mon avis sur la connectivité rurale et l'inclusion numérique, le problème, c'est que l'inclusion numérique a été une affaire de télécom. Or, c'est un sujet d'équité nationale. Pourquoi prenons seulement la composition ou la couverture des réseaux télécoms au Burundi? Les villes sont très bien connectées parfois. Les environnements périurbains, les chefs-lieux de province, on arrive à trouver une connexion, mais quand on va loin dans nos campagnes, on manque souvent de connexion. Donc, cela ne va pas du tout contribuer à un modèle télécom, mais c'est un modèle, franchement, comme je l'ai dit, d'équité nationale. Parce que on ne peut pas parler d'inclusion numérique sans se référer à l'économie numérique. Et c'est un pilier. Donc, l'infrastructure numérique, bien évidemment, c'est un réseau télécom, fibre optique, radio, on va parler de satellites aussi. Et les infras numériques, vous allez les trouver où? C'est en ville. Hein. On va pas, là, je parle pas seulement du Burundi, je parle en général de l'Afrique. Et
ce qui est frustrant, c'est qu'on est dans un pays quand même où l'étroitesse du territoire devait nous conférer une certaine position dominante parce que on a un maillage qui est magnifique dans ce pays. Parce qu'on est dans n'importe quel village, on arrive quand même à ne pas être loin d'un nœud d'accès à la fibre optique. Et si on regarde bien encore une fois, on verra que on a une couverture 2G dans ce pays qui est magnifique. Mais ce qui montre cette fracture numérique, c'est que la 4G, la 3G, vous allez les trouver toujours dans les milieux urbains et périurbains. Deuxième chose qui fait que cette inclusion numérique ne peut pas être une affaire télécom, plutôt une affaire d'inclusion numérique, sont les compétences numériques qui sont criantes, manquantes. Souvent, vous verrez, nous, on est un intégrateur souvent, donc on conçoit, on réalise des architectures numériques pour le compte du gouvernement et des clients, entreprises et organisations. On peut être sur un système d'information, de suivi et évaluation. On va avoir Internet, donc l'infrastructure est là, mais on va vous dire, on ne sait pas utiliser. Il y a un problème d'acculturation au numérique. Parce que non seulement on ne sait pas concevoir, ou on ne sait pas utiliser. Quand on a l'infra, quand on a les compétences, on va manquer aussi quoi? Les outils. Les gens n'ont pas d'outils, des tablettes. On n'a pas de téléphone. Et ça, il faut aussi travailler sur les outils numériques. Les services de paiement. Parce que tout ça, quand on parle d'inclusion financière, c'est pas vraiment. Il faut penser à nos populations. 90% de la population burundaise est rurale. Donc, on sous-exploite l'économie de ce pays parce que nous n'avons pas pensé inclusion financière. Et aussi, il faut penser là où, depuis des années, parce qu'on parle de l'inclusion financière, de l'inclusion numérique depuis plusieurs années, mais là où le réseau se trouve, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, Starlink, nous, quand on a eu le premier pitch avec Starlink, ils nous ont demandé en quoi le réseau va être utilisé à bon escient et en quoi on va aider au développement de Starlink. Nous, on leur a dit que nos aînés qui sont dans les villages, nos populations, n'ont pas seulement besoin du réseau, ils ont besoin des services numériques. À travers, on a des réseaux un peu partout, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on arrive à donner à nos populations? Donc, il faut penser à ces services qui vont meubler ces réseaux, ces infra numériques. Et pour ne pas être long, aujourd'hui, avec l'avènement de Starlink, bien évidemment, ça aide beaucoup. On a beaucoup de clients qui sont des organisations qui vont équiper les centres de santé, les écoles dans les milieux ruraux. Et franchement, vous voyez le changement. Ce qu'on fait en général, on va connecter une école, on va connecter un centre de santé, mais automatiquement, on va permettre au management de l'école ou du centre de santé, mais aussi on va couvrir jusqu'à 200-300 mètres autour. Parce que les communautés peuvent, le soir, le week-end, même la journée, parce que souvent la capacité est assez suffisante, on va aussi couvrir le périmètre autour de ces institutions qu'on a connectées. Et les gens, tout de suite, peuvent avoir accès au conseil agricole, au conseil sanitaire. Il va y avoir des enfants qui peuvent avoir aussi accès à l'e-learning, donc à la télémédecine. Et les applications sont énormes. Il faut vraiment qu'on essaie de ne pas penser inclusion ou inclusion numérique et connectivité rurale, penser comme une affaire télécom. C'est une affaire vraiment nationale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur DG Mediabox. J'aurais retenu que, en plus de la connectivité, il faut de la compétence numérique. Et j'ai bien noté que, en plus de connecter les gens, vous voulez amener une sorte d'expertise, je veux dire, à un niveau digital skill, donc de façon basique. C'est vraiment très important parce qu'on peut donner une connectivité, mais quand les gens ne savent pas quoi en faire,
Je pense qu'il y a toujours ce gap-là. Et dans la même lancée d'idées, je vais interpeller Monsieur Sébastien Bachelet, ex-chair de Eralo, président d'honneur ISO France, président espace culturel de Val de Sauzy dans la Nièvre en France. C'est dans la même, bon, vous allez quasiment nous partager par rapport donc à ce que vous faites en Europe et en particulier en France. C'est vrai que la ruralité, les problèmes de la ruralité ne se posent pas de la même façon qu'en Afrique. Mais en matière d'Internet, bien sûr, que je connais plus ou moins un peu, la Nièvre n'est pas bien servie. Mais par contre, il y a des gens qui ont soulevé les questions liées à l'énergie qui ne se posent pas forcément chez vous. Mais par rapport justement à l'aspect de connecter la ruralité, ce que vous pouvez nous partager par un thème de plaidoirie, mais également nous partager l'expérience que vous rencontrez, aux difficultés de connecter les gens, mais également qu'est-ce que vous proposez, quelles sont les plaidoiries que vous faites au sein de l'ERALO, mais également en tant que président de l'espace socio-culturel de Val de Sauzy. La parole est à vous, Monsieur Sébastien Bachelet. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. J'habite en Bourgogne, donc dans un petit village de 1300 habitants. Le département s'appelle la Nièvre et le président du département, il y a 4 ans, quand il est devenu président de ce département, avait un objectif, c'est fibrer l'ensemble du département. Et nous sommes un des départements les plus ruraux de France. Oui, c'est pas comparable à la situation du Burundi, quoique. Donc il y a 3 intervenants dans le déploiement de la fibre. Il y a le département qui a mis en place une société pour déployer dans les villes moyennes du département. Orange, pour ne pas le nommer, a déployé dans la grande agglomération, grande, je mets des guillemets, hein, c'est Nevers, et puis SFR a été choisi pour délivrer dans la campagne. Et donc, on voit là que il n'y a pas absolument besoin de tout réinventer. Des fournisseurs existants ont pris le pas, SFR, Orange, et a permis de couvrir, je crois que maintenant 90% de la population est couverte. Mais comme l'a dit mon intervenant précédent, c'est bien d'être connecté, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et comme c'est toujours la question de la poule et de l'œuf, il fallait bien commencer par quelque part. Et donc, en même temps, où il y a la mise en place d'organisations pour former les gens, pour aider les gens. Une petite anecdote, il s'avère que en 2020, j'ai formé une vingtaine de moins jeunes, de seniors, à utiliser leurs outils informatiques. Donc, ils venaient à l'espace socioculturel du Val du Sauzet, ils venaient avec leur machine. C'était un téléphone, c'était une tablette, c'était un ordinateur portable. Ils venaient avec ce qu'ils avaient. Et mon objectif, c'était de leur apprendre à se connecter sur Internet, à utiliser un certain nombre d'applications, etc. La date que je viens de vous donner vous rappelle que quelques semaines après, on est rentré dans la pandémie du Covid et que ils ont été bien contents d'avoir eu cette formation avant pour rester en contact avec leurs amis, avec leur famille. Et donc, c'est aussi important de déployer la connaissance et les usages. Et pour ça, effectivement, l'infrastructure est primordiale. En même temps, il faut bien se rendre compte que les usages, chacun a des usages différents et donc il faut qu'on puisse y travailler. Pour ne pas être totalement juste langue de bois, je suis toujours un peu inquiet quand on m'explique que la seule solution, c'est d'aller mettre nos mains chez nos grands amis américains et de dire « Ah, vous pouvez tout faire ». Vous savez, un des juges de la Cour européenne de justice
a été interdit d'utiliser l'ensemble des outils fournis par des entreprises américaines. Donc, il n'a plus l'usage de Google, et comme sa messagerie était sur Google, ben, il n'a plus de messagerie. Il n'a plus accès aux outils de Microsoft, etc., etc. Donc, faisons tous attention, et je pense que c'est vrai pour l'Europe comme pour l'Afrique, avec qui on veut se marier et comment est-ce qu'on veut travailler. Peut-être qu'il vaut mieux quelques mois de retard et une solution souveraine ou collaborative ou avec un certain nombre de pays ensemble, plutôt que de dire ah, monsieur le Yankee, vous pouvez me prendre, et si vous arrêtez demain, bah, tant pis pour moi, je pourrai rien faire. Je pense qu'il faut, quand on parle de souveraineté numérique, on en a parlé beaucoup hier et avant-hier, ben, il faut aller jusqu'au bout de cette souveraineté numérique. Et je pense que les acteurs locaux, en particulier les telcos, mais pas que, peuvent jouer un rôle là-dedans. Voilà quelques éléments liés à ma connaissance plutôt de ce qui se passe en Bourgogne, en France, mais je pense qu'il y a des choses à en tirer aussi pour les pays d'Afrique. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sébastien, pour votre contribution, parce qu'on aura compris que vous vivez dans un des départements, enfin dans un petit village, si j'ai bien compris, avec des personnes âgées. Et là, ça m'a aussi interpellé de savoir aussi que, bah oui, la connectivité, les outils numériques aussi, et à nos seniors qui n'ont pas forcément le réflexe. Et que j'ai retenu aussi que justement, pour avoir anticipé à des formations basiques, vous leur avez permis justement, il y a un Covid où quasiment le monde entier était cloisonné, de pouvoir communiquer, ça c'est très important. Encore une fois, par rapport à ce qu'avait dit votre prédécesseur, il suffit pas d'avoir une connectivité, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour conclure, vous avez parlé aussi de la promotion des outils locaux, parce qu'on peut dépendre de nos fournisseurs américains, chinois, je sais pas où, parce qu'à un moment, si j'ai bien compris votre message, c'est qu'ils ont la clé à tout moment et qu'ils peuvent verrouiller la même à distance. Donc je pense que ceci, c'est matière à réflexion de voir que les outils que nous déployons aussi, on puisse aussi favoriser les compétences et les solutions locales. Mais c'est vraiment un outil à pousser de haut niveau par rapport à ce que la souveraineté numérique. Mais aussi, j'ai compris aussi, au début de votre intervention, que vous avez parlé du déploiement de la fibre. Et là, ça me permet justement d'interpeller le directeur général de BBS, monsieur Diomède Jérémy Aguilingwe, qui est le directeur général de Burundi Backbone System, opérateur de fibre optique au Burundi. Et je vais essayer de résumer ma question en deux. C'est le niveau du déploiement de la fibre et la contribution, niveau du déploiement de la fibre de BBS et la contribution de BBS dans la réduction de la fracture numérique, éventuellement dans la connectivité rurale. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour la question. J'ai deux problèmes avec mes oreilles. Peut-être que j'ai bien saisi, j'espère que j'ai bien saisi la question. Je vais essayer de vous paraphraser pour que vous confirmiez la question que vous venez de me poser. Donc, c'est la contribution de BBS. Le niveau de déploiement de la fibre BBS sur le territoire burundais, le niveau de déploiement de la fibre. Et la contribution justement de ce déploiement de BBS, dans la fibre optique de BBS. D'accord. Voilà, merci beaucoup, j'ai bien compris la question. Je m'appelle Jérémy Aguilingwe, je suis le directeur général de BBS. J'ai évolué dans le secteur de télécommunications depuis mon jeune âge, déjà à l'école secondaire. J'ai été recruté directement par l'opérateur historique, là où j'ai exercé des fonctions de technicien. Avant, juste d'entamer mes études universitaires à l'étranger, où j'ai obtenu des qualifications. Si vous pouvez vous rapprocher du micro. D'accord. Des qualifications dans les sciences
technologie, de l'ingénieur ainsi qu'en management. J'ai également occupé des fonctions, notamment d'ingénieur, ingénieur système, chef de projet, directeur technique chez le régulateur, directeur technique chez l'opérateur historique. Et aujourd'hui, je suis le directeur général de Burundi Backbone System, qui est la dossier nationale à fibre optique. Le réseau a été conçu ou mis en exploitation depuis 2013. Ça a été financé dans un premier temps par la Banque mondiale et complété par le financement des opérateurs à qui on avait confié la gestion de cette infrastructure. Le réseau actuellement est presque partout dans le pays et passe pratiquement dans tous les chefs-lieux des provinces, dans 60% des communes, ce qui veut dire qu'il y a 40% des communes qui ne sont pas irriguées par ce réseau. Et la principale raison, je pense que c'est lié au manque de financement, mais également au relief accidenté du Burundi dans certaines régions, ce qui rend la mise en place d'un réseau tel qu'il avait été choisi par le gouvernement difficile, c'est-à-dire le réseau souterrain. Cependant, ces régions-là, ils sont bien évidemment servis par d'autres opérateurs qui utilisent le réseau aérien. BBS, en dehors de servir le pays en mettant par l'infrastructure qui a été mise en place, l'infrastructure large bande, mais il désenclave le pays parce que c'est à travers BBS que le pays est connecté au reste du monde entier. C'est pas deux corridors, il y a notamment le corridor nord où il y a une liaison logique et physique qui passe par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, jusqu'au port de Mombasa au Kenya. Une autre liaison ou deux autres liaisons sont notamment le corridor est-sud. Ces liaisons à travers toute la Tanzanie jusqu'au port de Dar es Salaam. Et au port de Dar es Salaam, comme celui de Mombasa, se trouvent de grosses interfaces qui vont alors connecter les différentes régions, liaisons, excusez-moi, en provenance des différents pays, différentes grandes compagnies, à les connecter au câble sous-marin. Pour le cas du Burundi, qui appartient à la région centre de l'Afrique et de l'Est de l'Afrique. Actuellement, nous sommes connectés aux câbles sous-marins qui sont posés dans l'océan Indien. Évidemment, il y a des négociations qui sont en cours avec un certain opérateur qui a mis en place notre réseau à fibre optique qui permettra bien évidemment cette facile interconnexion de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à travers le lac Tanganyika jusqu'en Zambie, évidemment en connectant au passage l'Est de la République démocratique du Congo. Pour le cas de la République démocratique du Congo, il faut noter que le Burundi est déjà prêt à 3 endroits, mais comme l'Est connaît d'énormes problèmes sécuritaires actuellement, et le réseau n'est pas disponible pour que nous puissions être interconnectés. Mais dès que la situation sera assainie, nous l'espérons pour très prochainement, donc le réseau sera mis en place, ainsi on pourra être connecté directement à l'Afrique centrale à travers notamment la RDC. Je pense que pour ce qui concerne le rôle de BBS et la façon dont le rôle qui joue BBS au Burundi et sa connectivité, je peux pour l'instant me limiter là. Et la seconde partie, ça porte sur quoi? À la réduction de la fracture numérique, dans la réduction de la fracture numérique et la connectivité rurale. Ce qui est de la réduction de la fracture numérique, et bien évidemment, d'abord il faut comprendre que nous, en tant que BBS, nous sommes une société commerciale. Comme tout opérateur télécom, personne ou tout autre opérateur commercial
on ne peut en aucun cas investir là où on ne pourra pas avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que notre contribution dans la facture numérique se fait à travers les contributions que nous faisons dans les taxes et surtout les contributions que nous faisons au Fonds du service universel. Parce que c'est lui, en principe, qui doit combler cette situation qui ne devrait pas être parce que il ne faut pas qu'une partie de la population soit mise à l'écart des avantages qui émanent justement de la présence du numérique ou de la numérisation. C'est ça que je pourrais dire par rapport à cela. Sinon, que vous l'avez bien saisi, nous sommes presque partout dans le pays et nous continuons à procéder à certaines expansions, notamment en construisant des réseaux métropolitains dans les centres urbains, afin de rendre accessible presque à la majorité de la population les personnes qui habitent ces lieux. Mais quant à la connectivité rurale, comme je viens de le dire, aucun opérateur ne peut aller investir là où il sait bien qu'il va travailler à perte. Et c'est pour cela que ce rôle-là doit être. Et c'est pour cela que cette question doit être faite par le Fonds du service universel. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. DG. Donc, on a compris que vous êtes contributeur net du Fonds de service universel, qui est en train justement de travailler d'arrache-pied justement pour combler les lacunes. Pour justement combler tout ce qui est justement les gaps, la réduction numérique entre les villes et les milieux ruraux. Mais on a compris que même au sein du milieu rural, il y a aussi toujours un gap et qu'il y a un travail à faire. Et justement, dans la même lancée, j'aimerais interpeller le représentant de la RCA, la République centrafricaine, pour que justement, il puisse nous brosser la situation de la connectivité du milieu rural en République centrafricaine et les actions qui sont en train d'être menées justement pour améliorer. On vous a suivi, je pense, hier avec assiduité par rapport à ce qui se fait, si vraiment par rapport au thème de connectivité et inclusion, ruralité. Je vous remercie. Je suis Vincent Namrona, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Je suis ingénieur en télécommunication également. Pour répondre avec précision à votre question, les opérateurs en Centrafrique contribuent à hauteur de 1,5% de leur chiffre d'affaires annuel au Fonds du service universel. On a 3 opérateurs. Et donc, c'est grâce à cet argent auquel le gouvernement ajoute sa part qui permet donc de desservir la population rurale. Je vous rappelle que la Centrafrique également est majoritairement, la population est majoritairement rurale. Et donc, la majorité de cette population, n'a pas les moyens financiers nécessaires pour pouvoir accéder aux moyens modernes de communication. Ça, c'est la première raison, parce que, selon la Banque mondiale, plus de 70% de cette population vit avec moins de $2,15 par jour. Vous voyez, c'est pas suffisant pour s'offrir des moyens modernes de communication. C'est donc pour cette raison que le gouvernement encourage les opérateurs, c'est même inscrit dans la loi de finances, que chaque opérateur contribue à hauteur de 1,5% de son chiffre d'affaires annuel net d'impôts pour permettre donc de desservir. Donc chaque mois, il y a une mission qui se déploie en province pour travailler dans ce sens, à encourager les opérateurs à financer le déploiement des infrastructures, parce que nous sommes en train de mailler l'ensemble du territoire avec la fibre optique. La capitale, c'est déjà bon, on a les mains avec le Cameroun, et donc les grandes villes de province sont en train d'être connectées à la fibre optique. Donc c'est le support principal qui est aujourd'hui utilisé pour connecter ces endroits difficiles d'accès. Donc, qui ne sont pas rentables pour les opérateurs de téléphonie mobile. Je me souviens quand je travaillais encore chez les opérateurs, pour avoir une seule antenne, un site radio en province,
il faut au minimum 200 millions de francs CFA. Ça fait environ 1 milliard de francs burundais. Environ. Un seul. Ça, c'est seulement l'acquisition du matériel et la mise en service. Je ne parle pas de l'entretien. Parce qu'il y a certaines zones qui n'ont pas accès à l'électricité et donc les opérateurs sont obligés d'utiliser des générateurs qu'il faut entretenir. Je me souviens aussi qu'à l'époque, il fallait entre 1800 et 2000 litres de gazole par mois pour faire fonctionner un site radio en province. Donc, d'après tout calcul fait, les opérateurs estiment que bon, c'est pas rentable parce que ce sont des entreprises privées qui sont à la recherche du profit. On ne sort pas l'argent pour le plaisir, c'est pour gagner de l'argent davantage. Donc c'est grâce à ce fonds de service universel qu'aujourd'hui nous sommes en train de déployer, en collaboration avec les opérateurs, des antennes qui permettent donc, dans un premier temps, à la population, la moins nantie financièrement, d'accéder aux moyens modernes de communication et d'accéder aussi à Internet. Aussi, l'autre mesure prise par le gouvernement, c'est d'autoriser, comment vous appelez ça, Starlink. Parce qu'il y a des zones où on ne peut même pas déployer la fibre, parce que c'est difficile d'accès, des zones montagneuses, parce que le génie civil coûte extrêmement cher. Parce que la fibre même, elle ne coûte pas. Elle coûte pas cher, mais ce sont les travaux de génie civil qui coûtent extrêmement cher. Donc, en Centrafrique, le gouvernement a autorisé Starlink d'Elon Musk, le milliardaire américain, pour que on puisse déployer des paraboles, des petites paraboles, ici et là, permettant donc à la population non seulement d'accéder à Internet, mais également aux autres services modernes de communication. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, même avant que je ne vienne ici. Il y a une équipe qui a été déployée, je crois 2-3 jours avant que je ne vienne à Bujumbura, pour aller continuer les travaux. Continuer les travaux, élargir donc la couverture des réseaux déjà existants. Voilà en gros ce que nous sommes en train de faire sur le plan de la réduction de la facture numérique en zone rurale. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président de la Merci beaucoup. Je pense que je vais retenir deux choses. Mission mensuelle du Fonds de service universel avec les opérateurs mensuels. Je pense que c'est une grande contribution. C'est aussi, quand on vient dans les AIGF, c'est aussi partage d'expérience. Je pense que votre collègue qui est là, vous allez faire un réseautage. C'est quelque chose de très important, parce que nous devons s'enquérir quasiment mensuellement. Justement, ça permet justement, quand vous déployez les solutions qui m'amène au deuxième point avec la solution Starlink, c'est que vous connaissez déjà le terrain. Donc, il y a une facilité. Donc, j'aurais compris aussi que, en plus de la fibre, il y a le satellitaire. Et là, ça m'amène justement au directeur général. Donc, ça veut dire que finalement, c'est pas une compétition, c'est une sorte de complémentarité. Parce que nous avons une mission, c'est de connecter tout le monde. Et laisser personne de côté. Je pense que même ça fait partie des résolutions que j'ai entendues lors de l'ouverture de ce forum de SMSI 20. Vraiment, connecter tout le monde. Et par rapport à ce qu'avait dit Dr. DeWitt, aussi Isaac, je pense que Internet pour tous est abordable. Et justement, quand on parle de l'abordabilité, messieurs le représentant de la Centrafrique, je suis très content que vous avez travaillé chez les opérateurs. Il y a les notions de rentabilité qui sont légitimes, soulevées aussi par le directeur général de l'UBS. Et là, je vais m'adresser au directeur général de la régulation, au régulateur. Monsieur le régulateur, vous avez entendu les interventions des uns des autres. C'est-à-dire qu'en tant que régulateur, comment vous favorisez justement les intervenants du secteur en vue de les inciter à investir et à améliorer la qualité de service dans les milieux ruraux, avec ces difficultés qu'on a entendues de rentabilité, mais quelles sont les incitations que vous faites justement pour favoriser l'investissement dans les milieux ruraux et aussi de différents intervenants, que ce soit satellitaires, fibres et autres. Et la parole est à vous, monsieur le DG de la régulation du Burundi. Merci beaucoup. Moi, c'est Samuel Moïse, directeur général de la RCT. Le Burundi reste marqué par un retard en matière d'inclusion numérique
par rapport à la moyenne africaine. Bien sûr, il y a des défis qu'on a cités brièvement, notamment des défis liés à la disponibilité de l'énergie, surtout en milieu rural, la limite en matière de littératie numérique et autres défis qui constituent des obstacles par rapport aux objectifs de développement. Vous comprendrez que pour répondre à ces défis, ce n'est pas juste une seule action magique qu'il faut, mais un ensemble de stratégies qu'il faut adopter, mettre en place, surtout vis-à-vis du gouvernement, à travers aussi et particulièrement la R7. Cela passe par la mise en place des politiques et stratégies de développement numérique. Le gouvernement du Burundi a déjà mis en place des outils de référence en matière de développement, de politique de développement numérique. Mais aussi cela passe par la mise à jour ou la mise en place régulière des outils et stratégies réglementaires et particulièrement la collaboration par des partenariats stratégiques avec les partenaires, que ce soit nationaux et internationaux. Vous l'avez entendu à travers l'organisation institutionnelle qu'est le FSU, le gouvernement déjà a mis en place des obligations de contribution au fonds de services universels pour chaque opérateur exploitant du secteur à hauteur de 2% de son chiffre d'affaires annuel pour 1% de son chiffre d'affaires annuel pour venir en appui aux initiatives de connectivité universelle. Et c'est dans ce cadre que les projets ont déjà été développés, d'autres sont en cours de développement, mais aussi d'autres initiatives d'incitation financière sont en cours de mise en place. On a parlé des incitations financières pour l'extension des infrastructures mobiles dans les milieux ruraux, surtout les zones blanches non couvertes par les technologies 3G, 4G pour l'accès à Internet, mais aussi d'autres initiatives pour l'extension fibre optique, surtout le dernier kilomètre vu le niveau faible d'accès large bande. D'autres initiatives à travers l'ARCT sont en cours, notamment la cartographie large bande pour identifier et orienter les investissements nécessaires, mais aussi des mécanismes réglementaires ou des obligations réglementaires de couverture d'extension et de qualité à travers des normes obligatoires de qualité d'extension des services pour la couverture, mais aussi la gestion des ressources nécessaires à la fourniture de services, surtout à milieu rural. Cela passe par la gestion des fréquences, mais aussi les obligations contenues dans les contrats de concession pour chaque exploitant du secteur, avec un accent particulier pour l'extension des services en milieu rural. Donc, c'est dans ce cadre que, en combinaison avec d'autres projets gouvernementaux d'extension ou de facilitation d'accès à l'énergie solaire pour les ménages, à travers des projets comme le projet Soleil Nyakiliza, vous avez vu qu'il y a un net
une nette augmentation du taux de pénétration à la téléphonie mobile, impulsée effectivement par ces facilitations d'accès à l'énergie, surtout en milieu ruraux, mais aussi des projets communautaires d'extension des télécentres communautaires pour faciliter l'apprentissage, surtout pour les communautés ruraux. Donc, c'est cet ensemble d'actions qui sont en cours pour le gouvernement du Burundi à travers ces services publics et notamment la RCT, que nous sommes en train de relever le défi lié à l'inclusion numérique et surtout dans les zones rurales. Merci. Merci beaucoup, DG de la régulation Burundi. Donc, on a compris que c'est toute une panoplie, toute une synergie d'actions, de mécanismes justement pour réussir à cette mission de connectivité, d'inclusion rurale. Et là, j'ai une question d'ordre général que je vais adresser à l'ensemble des intervenants, justement, qui est liée justement à l'IGF, le Forum de l'Afrique centrale. Quelles pourraient être les actions à mener pour aboutir à une meilleure connectivité rurale pour la région d'Afrique centrale? Et quand on va commencer, je vais commencer à adresser la question à Dr Kossi, qui pourrait, après avoir entendu ce qu'on a discuté tout à l'heure, donc après avoir entendu les défis, mais aussi les opportunités qui sont derrière tout ce qui est rentabilité qu'on a entendu, pas forcément, mais sachant que il y a un consensus ici, c'est que le milieu rural, c'est là où vit la grande partie de la population et qu'on ne peut pas laisser derrière. Et donc, voilà, la question que vous avez adressée, quelles pourraient être les actions à mener pour aboutir à une meilleure connectivité, à un milieu rural au niveau de la région d'Afrique centrale? Merci bien, monsieur le modérateur. À la lumière de ce que nous avions entendu durant ce panel, il est utile, à mon sens, d'avoir déjà une harmonisation des contributions des acteurs au fond du service universel. Il faut harmoniser la contribution. Dans certains pays, c'est 1%, et dans certains pays, c'est 1,5%. Peut-être dans d'autres, c'est plus, on ne sait pas, mais ce serait bien d'harmoniser la contribution des opérateurs au fond du service universel. Ce serait intéressant aussi de mettre en place le mécanisme de la synergie interréseau dans la mise en place des infrastructures. Quand on veut faire, par exemple, une infrastructure d'eau, ou on veut faire une infrastructure d'électricité, ou on veut faire une infrastructure de route, il faut déjà penser aux autres infrastructures. Je disais qu'en mettant en place une infrastructure, il faut penser aux autres infrastructures qui transiteraient par le même chemin. Par exemple, je vais faire une route quelque part. Je sais que sur le chemin de route, il y aurait probablement le passage d'eau, le passage d'électricité, le passage d'Internet. Que je prévois en même temps les canaux, parfois, hein, on m'entend, non? Qu'on ait en même temps les canaux pour les autres infrastructures, pour réduire le coût des travaux du génie civil dans la mise en place des infrastructures. Ça va être un investissement important à gérer. Dans l'environnement rural, quand on apporte la connectivité à un édifice comme centre de santé, comme école, qu'il soit mis en place un comité de gestion qui permet à ce centre de santé ou à cette école d'autoriser la connectivité à avoir un point d'accès qui déploie la liaison Internet pour la communauté avec des coûts d'accès plus réduits qu'une connectivité payée avec les mobiles, par exemple. Il serait intéressant que dans ce dispositif, on pense naturellement à l'énergie solaire parce qu'on ne pourra pas avoir de l'électricité dans tous les villages. L'énergie solaire constitue aujourd'hui une alternative qu'il faut prendre en charge dans tout le processus de mise en place de l'Internet en milieu rural. Mais l'Internet pour l'Internet n'est pas utile. Il faut que l'Internet serve à quelque chose en milieu rural. La bonne dame qui a son maïs, qui veut vendre son maïs à ceux qui sont en ville,
doit déjà, sur Internet, avoir la chance de connaître les prix de vente de ces marchandises-là pour savoir comment faire la transaction avec ceux qui viennent acheter le maïs au village. Pour que l'Internet serve à améliorer les conditions de vie en milieu rural. Que l'Internet ne devienne pas un instrument de distraction supplémentaire pour empêcher les gens d'aller au champ. Qu'on ne fasse pas la journée entière sur WhatsApp et qu'on ne fasse pas de culture pour que la ville ait plus de problèmes que ce qu'on aurait espéré. Parce que s'il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de riz qui rentre en ville par le biais du travail du village, on aura le problème au village, on aura aussi de nouveaux problèmes en ville. Que l'Internet ne vienne pas détruire l'écosystème rural, que l'Internet ne vienne pas détruire le fait d'aller voir son voisin. Le matin, on va saluer la grand-mère, on va saluer la tante. Que la présence de l'Internet en milieu rural ne vienne pas détruire la cohabitation sociale qui existe dans le village. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, aussi. Donc, voilà, on a retenu qu'il faut optimiser tout ce qui est génie civil, infrastructure, mais également, le point le plus important, il ne faut pas que Internet vienne justement chambouler. Bon, je ne veux pas trop aborder, mais j'ai compris qu'il ne faut pas qu'il vienne chambouler la cohésion sociale, mais qu'il soit utilisé à bon escient. Et la même question est adressée à Dr Daoud Isok. Merci. C'est une question intéressante. À chaque fois qu'on se réunit, on nous demande qu'est-ce que vous allez faire. Et hier soir, j'ai dîné avec des Burundais. Quand je leur dis que je suis dans cette conférence, ils m'ont dit alors notre connectivité va s'améliorer. C'était une question pertinente. Et ce que je leur ai dit, et je pense que je peux le répéter ici, peut-être on va pas sortir avec des déclarations pour dire on va faire ça, on va faire ceci, mais j'espère que chacun d'entre nous avons appris quelque chose. Comment le voisin a résolu des problèmes similaires et on peut profiter de ces idées afin de les implémenter localement. Je pense que maintenant, les problèmes aussi que les solutions sont globales. Donc, le problème qui existe au Burundi existe probablement au Gabon ou bien au Congo, et ils ont tenté quelque chose qui a marché ou qui n'a pas marché. Donc, je pense discuter sur ça et aussi avoir une communauté régionale qui peut discuter, qui se connaît. Je pense grâce à ces réunions, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas avant, qui se connaissent. Par exemple, quand on parle de cybersécurité, souvent quand il y a un problème dans un pays, c'est la communauté internationale qui aide à s'en sortir. Je pense que ça doit être la même chose pour tous les problèmes et j'espère que c'est le plus grand atout de cette réunion. J'espère que chacun d'entre nous parle à d'autres à propos de nos problèmes, mais aussi à propos de nos solutions, afin que chacun d'entre nous sorte d'ici avec plus d'ambition, plus d'idées pour résoudre nos problèmes. Merci. Merci beaucoup, cher docteur Daoud. Justement, je pense que justement, un des objectifs des forats, comme ça, c'est que justement, les gens puissent échanger et qu'au niveau de l'Afrique centrale, il y a différents niveaux de maturité, différents challenges. Je pense que justement, les gens, en faisant sorte de benchmarking, on peut voir ce qui marche ici et qui marche mieux là-bas. On peut justement, voilà, échanger les expériences et réussir et les meilleures pratiques. Et voilà, la même question est adressée à Sébastien Bachelet. Quelles pourraient être les actions à mener pour aboutir à une meilleure connectivité et améliorer réel pour la région de l'Afrique centrale qui fait objet justement de ce forum et par rapport justement à tout ce qui a été dit, les challenges, les opportunités derrière, les problématiques.
Bien, merci pour la question. Je voudrais continuer sur ce qu'a dit David. Il est important de participer à ces réunions, à ces forums, que ce soit dans votre pays ou au niveau sous-régional, régional et mondial. Mais il est, je dirais, encore plus important de vous unir. Et une des façons, c'est de rejoindre les organisations qui existent, en particulier les chapitres de l'Internet Society qui, dans vos pays, agissent au quotidien sur l'ensemble de ces questions. On n'a pas, c'est pas nous qui allons sortir tout l'argent pour pouvoir déployer la fibre dans chacun de vos pays. C'est pas ces structures qui vont permettre à tous les jeunes d'apprendre le fonctionnement de l'Internet, mais il y a des aides pour développer des réseaux communautaires, pour aider à la formation d'un certain nombre de gens, etc. Et que si vous voulez que les choses aient un sens et continuent, il faut vous unir. Chacun pour soi, on n'y arrivera pas. Et donc il y a les chapitres ISOC, il y a certainement d'autres organisations, les organisations de femmes, les organisations de consommateurs, les organisations d'utilisateurs de certains types de fonctionnalités de produits Internet. C'est pour moi ce qui est le plus important, c'est que si on fait ensemble, on y arrivera, on ira plus loin que si on le fait tout seul. Et pour moi, ces forums, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de trouver la structure dans laquelle on va pouvoir s'épanouir, aider au mieux la communauté et s'aider soi-même pour un meilleur futur avec Internet. Merci. Et merci beaucoup, Monsieur Bacholet. Et voilà, la même question est adressée au DG de MediaBox. Qui pourrait être fait, selon vous, quelles sont les actions à mener pour aboutir à une meilleure connectivité au sein de notre communauté de l'Afrique centrale? Oui, nous, comme je l'ai dit, très bons observateurs des limites de l'inclusion numérique et de la connectivité rurale. Mais tout simplement, il faut, si on veut demain réussir l'inclusion numérique et la connectivité rurale, pour le cas du Burundi, globalement pour le cas de la région, Afrique centrale, il faut déjà qu'on s'inspire des bonnes pratiques des uns des autres. Parce que les pratiques, il y en a. Il y en a autour de nous, au-delà du continent. Et deuxième chose, nous, au quotidien, c'est, comme je l'ai dit, c'est pas une affaire de modèle télécom. C'est une équité nationale qu'il faut défendre. Donc, il faut de la volonté politique, il faut une ambition. Si on n'a pas d'ambition politique visant à ce que les communautés rurales ne soient plus desservies, il n'y a pas besoin de courir après la connectivité rurale. Et donc, il faut aussi des infrastructures qui soient hybrides. On ne va pas couvrir tous les villages, toutes les contrées isolées de nos pays, seulement avec un modèle télécom classique, ou en tirant la fibre. Elle est chère, parfois. Qu'elle soit aérienne, qu'elle soit enfuie, elle est quand même chère dans son déploiement. Satellite aussi. Il faut une infrastructure qui soit hybride. Autre chose, il faut penser à cette économie numérique. Nous, au quotidien, si on veut vraiment que nos populations soient connectées, il faut absolument penser aussi à ce qu'ils aient accès abordable. Il faut qu'ils aient un accès abordable. Il faut aussi que les services-là, j'y insiste beaucoup, parce qu'au quotidien, on fait des recensements en temps réel
quand on fait par exemple des recensements dans la communauté, quand on fait des remontées dans la campagne café, vous allez avoir par exemple des stations de lavage qui sont éparpillées, donc il faut une remontée en temps réel. Vous allez voir que c'est difficile de trouver de la connectivité. Mais nos campagnes aussi sont ingénieuses. Vous allez voir que ils savent toujours à une petite colline où ils peuvent être connectés. Et là, je parle de quoi? Des plateformes. Il faut que l'État mette en place des plateformes parce que on a besoin des infrastructures. Pourquoi? Il y en a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait rien. Donc, parce qu'on n'a pas pensé économie numérique. On l'a confondu à seulement avoir des pylônes, avoir une fibre qui arrive dans les campagnes. Mais ils ont oublié qu'il y a des services numériques. Parce que nos parents n'ont pas besoin d'aller sur WhatsApp. Mais ils ont besoin de savoir si la météo est favorable. Ils ont besoin d'avoir accès à la médecine. Ils ont avoir besoin des informations basiques qui ne soient pas nécessairement une distraction, comme l'a dit notre collègue. Et derrière, il faut aussi travailler parce que sur le partenariat public-privé. Aujourd'hui, même si je dis que c'est pas une question de déploiement des infrastructures télécom, ça c'est privé, et que c'est une volonté politique derrière pour éviter une fracture numérique dans nos campagnes, il faut que l'État considère ce partenariat public-privé. Il l'a dit DG BBS, il faut un retour sur investissement. Ce ne sont pas des généreux donateurs. Ils investissent, ils attendent un retour sur investissement. Et l'État compte sur eux aussi pour aller plus loin. Mon collègue a affiché les ambitions du Burundi en termes de FSU, Fonds du service universel, le régulateur aussi. Mais parfois, ces entreprises sont prises pour des vaches à lait. Comment voulez-vous que ces entreprises puissent développer s'il n'y a pas d'incentive du gouvernement? Comment vous voulez que ces entreprises puissent déployer ces réseaux s'il n'y a pas d'acculturation? Personne ne va les utiliser, donc ils vont perdre de l'argent. Les gens, s'il n'y a pas d'incentive pour avoir des terminaux qui rentrent avec une certaine des taxes, pour que les gens puissent s'occuper, plutôt à se doter en termes de téléphone, tablette, ordinateur, mais ils vont les utiliser pourquoi? Ils n'en ont pas besoin, donc ils n'ont pas besoin d'accès à Internet parce que, de toute façon, ils n'en feront rien. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce dialogue, qu'il y ait cette empathie économique que l'État doit observer vis-à-vis du partenaire privé. Parce que s'il n'existe pas, l'État ne va pas déployer les infras. Et il faut aussi parler au quotidien, nous on fait, il y a la résistance au changement. Parce qu'on a parlé de plateformes numériques, d'acculturation dans nos campagnes. Il faut aussi l'acculturation dans nos administrations. Il y a une forte résistance au changement. Il faut y penser. Ça, j'interpelle nos administrations. Parce que s'il y a cette résistance qui, parfois, va vers le refus au changement, on ne parlera pas de services numériques. Et vous savez bien que la digitalisation est une priorité nationale au Burundi. Et si vous regardez bien le document de vision 2040-2060, elle agit énormément sur le pilier 1, qui est l'engagement de l'État, agit aussi sur l'objectif 5 et 8, dans le pilier efficacité économique. Donc, la digitalisation est au cœur de la vision du chef de l'État, 2040. Donc, il faut absolument qu'on y aille vite. Et je pense que quand on va dans d'autres pays, c'est le même débat. Mais j'ai l'impression que l'inclusion numérique
la connectivité rurale sont devenus des prétextes pour faire des ateliers, mais derrière, il n'y a rien. Et j'espère que chaque fois quand on va se retrouver, on ne va pas parler de la même chose sans avoir des résultats tangibles. Parce que c'est important pour nos économies, c'est important pour nos concitoyens africains, et il faut qu'on y aille, il faut qu'on réussisse, et on est capable de le faire, seulement il faut que tous ces éléments concourent ensemble pour aller vers cette transformation. Merci. Merci beaucoup, DG. Je pense qu'on aura retenu une chose importante, c'est le partenariat public-privé. Le mot partenariat public-privé, parce que le public n'aurait pas tout fait, et le privé non plus. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire une jonction des deux, parce qu'encore une fois, si ce thème a été choisi, n'a pas été choisi au hasard, la ruralité, ça nous concerne tous, comme l'a si bien dit docteur Kossi, ben c'est là où il y a nos denrées alimentaires, c'est là où on se nourrit, et que toute civilisation ne vit que parce qu'ils se nourrissent. Et comment est-ce que ces populations-là qui ont besoin des soins de santé, de l'éducation, et là, comment est-ce que l'Internet peut justement leur accéder, mais aussi comme outil d'autonomisation. Et j'ai aussi retenu qu'il faut aussi mettre l'aspect économie numérique, même au sein de ces milieux-là, en les adaptant bien sûr parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins qu'un académicien, qu'un industriel, mais ils ont des besoins d'économie numérique qui est propre à eux, mais avant tout il faut qu'ils soient connectés. Je pense que voilà, on doit retenir connectés, partenaire public-privé. Je vais demander au reste des intervenants vraiment d'être très bref, comme ça on pourra donner le temps des intervenants. Donc voilà, une minute chacun. On est dans le bon timing. Si vraiment vous pouvez être indulgent, répondre dans une minute. Il y a le directeur de Fonds de service universel, le régulateur, M. Le Bébé, c'est aussi le représentant de la République centrafricaine. Une minute chacun de vous, pour qu'on puisse donner justement la parole. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent un peu partout, parce que c'est vraiment un débat qui nous tient à cœur. Monsieur le directeur, une minute. Merci. Moi, je pourrais proposer que, comme nous avons vu que les fonds de services universels en Afrique sont des moteurs de développement ou de réduction de la fracture numérique en milieu rural, il faut harmoniser les contributions pour que ces contributions soient les mêmes au niveau de l'Afrique centrale, pour que en réduisant la fracture, on va voir si on va connecter jusqu'à 0 km. Deuxièmement, je veux proposer une action de soutenir les startups, les startups qui sont les développeurs des plateformes des services numériques qui vont être utilisés par les populations. Sinon, ces infrastructures numériques seront là dans les milieux d'années sans être utilisées. Troisièmement, je peux proposer l'encouragement de partage d'infrastructures. Le partage d'infrastructures va contribuer à la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite va contribuer aussi à la réduction du coût de l'Internet dans les pays. Monsieur le DG, ARCT. Merci beaucoup. En fait, à côté des partenariats stratégiques qui doivent être mis en place, il faut aussi un engagement public pour le changement de mentalité. C'est important d'engager des discussions et des échanges autour de thématiques liées au développement numérique. Et je dois remercier le ministère chargé de l'économie numérique pour ces opportunités qui permettent un échange très important d'expériences, surtout
dans la sous-région, ça nous permet quand même d'apprendre et de personnaliser les expériences d'ailleurs, surtout en matière d'action. Particulièrement, il y a des urgences au Burundi, notamment des actions réglementaires qui doivent être adoptées. On a parlé des partages d'infrastructures, on a parlé des cadres réglementaires, surtout en matière d'itinérance nationale, surtout en milieu rural pour mutualiser les investissements, mais aussi des initiatives d'accompagnement en milieu rural pour le développement des compétences numériques. Merci. Merci beaucoup, monsieur le DG. Monsieur le DG de BBS. Merci de me redonner encore une fois la parole. Moi, je vais y aller sous forme de points parce qu'on n'a pas le temps qui nous est imparti n'est pas suffisamment long pour pouvoir développer chaque point. Moi, je pense qu'il y ait un travail de sensibilisation. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation des populations rurales parce qu'il faut d'abord qu'ils sachent l'importance de l'utilisation de ces technologies dans leurs activités de tous les jours. Il faut également l'harmonisation des politiques, parce que là, vous avez demandé sur le plan des pays de l'Afrique centrale. Donc à ce moment-là, il faut pas que chaque pays aille dans son petit coin et mette en place une politique qui va permettre une connexion, ou je sais pas, la connectivité rurale, mais il faut qu'il y ait une harmonisation de sorte que ce qui se passe au Burundi soit plus ou moins la même chose que ce qui va se passer en République centrafricaine et dans d'autres pays de la région. Autre chose, il faut également qu'il y ait des infrastructures électriques qui fournissent le courant électrique. Parce que si ces infrastructures ne sont pas là, ben, il n'y a pas moyen non plus d'exploiter de façon optimale les infrastructures de télécommunications qui seront mises en place. L'autre point, il faut également former les gens qui vont procéder aux entretiens, à faciliter également l'exploitation de ces infrastructures par la population rurale. Et enfin, le fonds du service universel, tel qu'il est financé aujourd'hui, ne pourrait pas résoudre ce problème à lui seul. Il faudrait que les gouvernements trouvent une façon de renforcer ce fonds. Sinon, les infrastructures qui sont demandées en milieu rural coûtent très cher, qui serait vraiment difficile que ces infrastructures-là soient mises en place et pas le seul fonds. Voilà, c'est sur quoi je voudrais juste revenir par rapport à cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup, le représentant de la République centrafricaine. On s'est rendu compte qu'effectivement, que le fonds de service universel ne peut pas résoudre tous les problèmes, comme mon collègue l'a dit. C'est pour ça que nous sommes en train de mener une autre réflexion sur la mise en place d'un modèle fiscal qui permettrait de prélever un petit ratio dans les redevances relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et les numérotations pour renforcer le fonds de service universel. Parce qu'il vous souviendra que le déploiement d'un réseau dans les zones difficiles d'accès, c'est une affaire de gros sous, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça que la Centrafrique est 623 000 km². C'est très vaste. Est-ce que vous voyez? Donc, pour atteindre déjà même les 20 principales régions, pour les couvrir, c'est pas donné. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir dans ce sens, pour que le fonds de service universel soit renforcé par d'autres sources de revenus. Hein?
Et, et les réflexions sont très avancées sur ce que je viens d'évoquer, le prélèvement à la source. C'est-à-dire que demander aux opérateurs de prélever une partie des redevances liées à l'utilisation des numérotations, les PQ par exemple, et les transformer en matériel qu'on déploiera dans les zones rurales pour la couverture de ces zones-là en moyens modernes de communication. Même chose pour les redevances relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques. Par ailleurs, vous savez que ce travail-là doit être encadré par un cadre juridique. J'encourage tous les États, pour que l'harmonisation des politiques puisse être effective, il faut que les États membres de la CEAC aient cette volonté-là de transposer les différentes décisions, les directives, tout ce que qui transposent dans l'ordonnancement juridique national de chaque pays, pour que ça puisse être appliqué, pour que nous ayons, comme l'a dit mon collègue, nous ayons la même réglementation au Burundi, la même réglementation au Congo démocratique, la même réglementation au Gabon, etc., etc. Donc c'est cette étape-là qui est éminemment politique qui pose aujourd'hui problème. La transposition de ces règlements-là, de la CEAC, les directives dans les lois nationales. Ça traîne. Ouais. Donc vraiment, il y a du travail à faire. Avec le soutien de la CEAC, je pense que c'est une organisation très importante qui a beaucoup travaillé dans ce sens. Moi, je les encourage à continuer à travailler dans ce sens pour vraiment mettre un peu de pression tous sur les États membres pour qu'ils transposent la déclaration de Malabo, tout ce que vous voulez, que ça fasse partie intégrante des réglementations de chaque pays. Et qu'il y ait ce genre de rencontres-là régulièrement pour qu'il y ait partage d'expérience. Pour que, par exemple, ce qui marche au Burundi, je viens m'inspirer de ce qui a marché. Bon, c'est pas vraiment faire du copier-coller, mais au moins s'inspirer de ce qui a marché dans un État membre et d'aller l'adapter au contexte local. C'est dans ce sens-là que nous pourrions avancer. Donc c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, représentant de la Bourse centrafricaine. C'est vraiment très pertinent ce que vous avez dit. J'aurais retenu qu'il faut harmonisation, que ce soit le fonds de service universel. C'est pas suffisant. Il y en a qui prélèvent 1%, 2%, 5%, mais également leur usage aussi. Harmoniser au sein de l'Afrique centrale, mais également le cadre réglementaire qui, s'il y a bien compris par des discussions qui se sont faites hier ou avant-hier, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et là, je vois M. Guichard qui me regarde. Voilà, vous avez été interpellé d'une façon ou d'une autre. Si vraiment vous pouvez bosser dans 2 minutes, parce que comme ça, on a l'argent d'avoir des décideurs dans cette salle. Parce que la dernière question, c'était les actions à mener pour l'inclusion et une meilleure connectivité rurale au niveau de l'Afrique centrale. Donc, ça implique beaucoup d'intervenants, secteur privé, mais des volontés gouvernementales, aussi de la volonté gouvernementale au niveau de ces pays. Et on a la chance que, je pense, cet après-midi, on aura, c'est au niveau ministériel, mais aussi ici, il y a des décideurs, des représentants des gouvernements, des opérateurs, des régulateurs. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclaircissement, d'orientation? Et comme ça, on est d'abord la même compréhension commune. On a la chance de vous avoir, M. Guichard. Après, je ne sais pas, les micros, il y a des micros un peu, mais vous êtes le bienvenu aussi si c'est plus proche, ou de l'autre côté, au fond. Et comme ça, on va prendre des questions, des contributions. Et là, je vais inviter les gens qui vont poser des questions, vraiment d'aller droit au but. Si c'est une contribution, allez droit au but et dire à quel des intervenants vous adressez la question, ou si c'est un commentaire d'ordre général, vraiment d'être bref, pour que justement on puisse voilà, gagner du temps. Mais on est devant dans le bon terme. Je pense qu'il nous reste encore 15 minutes. La parole est à vous, M. Guichard. D'accord. Merci beaucoup, Francis. Donc, je voudrais particulièrement remercier le délégué de la RCA d'avoir interpellé la CEAC sur cette question qui nous préoccupe tous, à savoir apporter l'accès aux services aux zones rurales pour qu'il y ait ce principe d'accès universel. Au niveau de la CEAC, nous avons un texte communautaire sur le fonds des services universels
qui a été élaboré, qui a été adopté et validé en 2012. Mais lorsque nous parcourons le texte, on avait laissé là le large choix aux régulateurs à l'époque de définir le taux qu'il fallait prélever. Donc nous n'avons pas imposé un pourcentage. Comme je l'ai dit, c'est un texte qui a été élaboré en 2012. Entre 2012 et 2025, il y a eu des expériences qui ont été vécues. Et même à l'époque, on avait donné mandat à l'autorité de régulation de gérer ce fonds. Hein, et l'expérience a montré que l'usage qui était dédié à ces fonds-là prenait d'autres directions. Donc, la réglementation doit aussi évoluer. Nous prenons bonne note des recommandations qui ont été faites pour que, surtout, fixer un taux communautaire au niveau régional, c'est un exercice qui sera difficile. Pourquoi? Parce que le profil ou l'environnement de l'écosystème n'est pas le même dans chaque État membre. Si nous prenons le cas de la RCA, la RCA par exemple est très vaste, il y a un problème de densité de la population dans chaque zone, donc le profil n'est pas le même. Au niveau communautaire, on peut peut-être fixer un minimum de taux qu'il faut respecter, et après l'application variera, sera fonction du... La deuxième préoccupation était aussi la source, les sources de financement de ce fonds. C'était un prélèvement pour les opérateurs, mais nous nous sommes rendus compte avec le temps, avec ce que nous avons reçu au niveau des États membres, que ce modèle économique de financement n'était pas suffisant. Donc il faut réfléchir au financement innovant. La RCA vient de donner une piste, et nous, la CEAC, nous nous engageons à mettre à jour cette loi communautaire, avec, c'est prévu dans notre plan d'action prioritaire de 2026, mettre à jour cette loi communautaire. Les fonds universels qui existent dans les États membres, les autorités de régulation seront partie prenante dans le processus d'élaboration de ces textes communautaires. Et nous allons aussi par la suite accompagner les États, comme nous le faisons toujours, dans le processus d'incorporation de ces textes dans les législations nationales. Nous prenons bonne note des recommandations qui ont été faites. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guichard. Il y a une main levée depuis longtemps, madame, voilà, en rouge. Je aussi pouvais aller sur le pupitre, juste à côté de vous, voilà. Et les gens de l'autre côté, je ne vous ai pas oublié, je m'excuse de vous avoir donné voilà, je ne vous ai pas ignoré, c'est juste que l'emplacement faisait que je vous ai donné mon dos, mais je vais changer comme ça, voilà, pour être équitable. Voilà, donc madame, comme vous l'avez dit, vous vous présentez, et puis vous allez droit au but à la question, si c'est une contribution de générale, comme ça on pourra avoir plus de gens possibles qui puissent prendre la parole. Merci. Ok, merci. Je suis docteur Hélène Bilon, coordonnatrice nationale FGI Femmes Cameroun. Lorsque je lis toutes les résolutions depuis le début de la création de l'IGF, je me rends compte qu'il y a un point commun, la femme compte, la voix de la femme compte. Mais depuis hier, je me suis rendu compte que tous les panels n'ont que des hommes. C'est comme s'il y a eu un petit jeu. Le premier jour, on a dit, bon, vous, les jeunes et les femmes, on se débarrasse de vous le premier jour. Et puis à la fin, les hommes s'accaparent de leurs choses. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui pouvaient parler dans ces différents panels depuis hier? J'espère que ma voix va compter. C'est pour cela que je suis venue du Cameroun. Maintenant, j'ai une question. Tout ce qu'on a dit sur la connectivité rurale est bien. Mais on a parlé comme si dans les zones rurales, les femmes n'existaient pas. Connectivité rurale, oui. Est-ce que cette connectivité rurale ne va pas apporter une double fracture numérique?
celle de la femme qui sera encore marginalisée. Parce qu'il ne suffira pas d'utiliser simplement ces outils, mais d'aider la femme à s'autonomiser. Alors, la question que je pose s'adresse au DG. Comment faire pour que la connectivité rurale ne renforce pas les rapports de domination qui existent actuellement? Je vous remercie. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je pense que votre appel a été entendu. Je pense que, voilà, acquis de droit, pour vous dire que voilà, la femme est représentée valablement. Je pense qu'au niveau de la CSC, qu'au niveau du Burundi. Et nous allons prendre pour les sessions futures. Je suis personnellement interpellé parce que je suis partie de comité d'organisation et vraiment on s'en excuse. Mais par rapport à la question qui a été posée, je pense voilà, je vais donner la parole. Je ne sais pas ce qui est le DG, c'est le régulateur ou... Ah, oui, d'accord. Merci, madame. Par rapport à votre préoccupation, ici nous avons parlé au sens général. Nous n'avons pas parlé d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire que tout le monde était concerné par nos propos. Pour votre concerne, en principe, parmi les panélistes, il y a un DG qui est une femme qui aurait dû être ici. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette situation. Voilà. Aussi, moi, je ne fais pas partie des organisateurs. Je ne sais pas sur quoi ils sont fixés. Ce qui les a motivés à ce qu'il y ait un nombre aussi important des hommes que des femmes. Sinon, on vous aime bien, vous le savez très bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Si vous permettez, je vais donner la parole à Dr Kossi, l'académicien. Je pense qu'il avait abordé plus ou moins l'aspect social. Et dans l'aspect social, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ça au niveau de l'ICANN, au niveau de l'IT, sur les normes d'accessibilité où, justement, les femmes sont les plus sensibles quand on déploie des technologies comme ça, elles sont doublement victimes. Mais c'est pour ça que, justement, il y a beaucoup d'initiatives, par exemple, autonomisation des femmes avec ONU Femmes, avec beaucoup d'initiatives au niveau mondial, les mieux trop conformés, mais je pense au niveau de l'ITU, je pense que voilà, on a vu plusieurs fois au niveau du TISAL, qui est présidé par Bogdan, qui est la secrétaire générale de l'UT, qui est une brave femme, et qui justement, une des dangers, c'est que justement les femmes soient doublement, voire triplement marginalisées, et même exclues, parce qu'une technologie peut autant favoriser l'inclusion, mais aussi peut laisser sur le côté toute une bande de population. Donc, en tant qu'académicien, on aimerait vraiment que vous puissiez éclaircir, surtout assurer notre sœur, mais également donner de plus amples clarifications au monsieur Dr Kossi. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Docteur, c'est normal, hein? L'Internet est un jeu de pouvoir. L'Internet apporte le pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, on parle de pouvoir d'achat à l'accès à Internet. Et généralement, en milieu rural, on a deux types d'individus. Il y a des femmes qui supportent les hommes, il y a des femmes qui sont supportées par les hommes. Généralement, quand on a des femmes qui supportent les hommes, elles ont le pouvoir et on ne peut pas leur retirer le pouvoir. Mais les femmes qui sont supportées par les hommes ont souvent du pouvoir perdu quand on a la technologie qui s'y ajoute. Parce que les hommes ont peur que la présence de la technologie les éloigne de plus en plus de leur épouse. Et ce risque-là, il est grand en milieu rural. Et si par extraordinaire, on est dans un environnement où il y a des violences faites aux femmes et que les femmes s'organisent, la présence de la technologie crée un conflit naturel entre les hommes et les femmes parce qu'elles trouvent un canal pour s'extérioriser. Et ce canal pour s'extérioriser n'est pas toujours bien vu par les communautés masculines. Et les communautés masculines, on doit les inviter à comprendre que la société d'aujourd'hui, 51% des personnes dans le monde sont du sexe féminin. On doit faire en sorte que chaque communauté soit éduquée en mettant un accent particulier sur l'accès des filles et des femmes
aux moyens technologiques. Pour avoir un meilleur accès aux moyens technologiques, il faut d'abord avoir un meilleur accès à l'éducation. Tout part de l'éducation. Si on éduque, on donne la chance à nos filles d'avoir accès à l'éducation, notre communauté sera forcément positivement transformée. Merci beaucoup. Des jeunes diplômés mais en situation de chômage. On a eu presque 257 000 jeunes qui ont déclaré utiliser les moyens numériques. Parmi ces jeunes, plus de 49%, c'était des femmes. On a fait un recensement pour les emplois fictifs, fonctionnaires de l'État. On avait 21 000 enquêteurs. Parmi les 21 000, on avait 8 000 qui étaient des femmes, qui utilisent des outils digitaux. Aujourd'hui, quand on parle aussi des services financiers, donc sur l'inclusion financière, le pilier accès, on avait dans cette enquête plus de 42 femmes qui déclarent utiliser les services financiers numériques. Donc, les femmes ne sont pas du tout à côté du numérique dans nos campagnes. Au contraire. Je ne sais pas s'il y a une étude maintenant qui concerne l'utilisation des services numériques par les femmes, mais ici au Burundi, je peux vous dire que les femmes ne sont pas à côté du numérique. Du fait du numérique qui sont dans leur campagne, elles l'utilisent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur DG. Et je pense que là, vous me forcez d'interpeller Monsieur le coordonnateur du projet PAFEL. C'est un des projets qui est financé par la Banque mondiale. Et je pense que il va nous dire plus ou moins, nous brosser et montrer l'importance justement des partenaires, parce qu'il y a des gens qui ont bien soulevé que tout ce qui est fonds, tous les fonds publics ne sont pas suffisants, les FSI ne sont pas suffisants, mais que c'est l'apport. Et je veux inviter le coordonnateur du projet PAFEL, qui dans une des composantes, je pense, il y a tout ce qui est inclusion et beaucoup d'appuis massifs sur le court et long terme pour justement résoudre ces problèmes de connectivité rurale, mais également l'aspect lié donc à la femme et aux populations vivant dans les milieux ruraux et populations marginalisées ou mal desservies, pardon. Donc voilà, monsieur le coordonnateur du projet PAFEL, mais également secrétaire exécutif du CETIC. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Merci, chers panélistes, pour les interventions que vous avez données. Tout à fait, je voudrais rebondir sur l'idée et aussi sur des questions posées. D'abord, en rapport à l'accès et l'inclusion numérique, de deux, et la connectivité rurale. Le gouvernement du Burundi est conscient que le numérique fait partie du cheval de bataille de sa politique pour le développement du pays. Nous sommes conscients que l'économie numérique est l'une des piliers aussi de la vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Donc, on ne peut pas réaliser cette vision sans tenir compte de l'économie numérique comme pilier même de la mise en œuvre de cette vision. C'est dans ce cadre que, quand on parle de l'économie numérique, on doit aussi cibler la connectivité rurale, puisque en Afrique, même au Burundi, la plupart de la population burundaise vit en milieu rural. Donc, il faut cibler cette population. C'est vrai que les opérateurs télécoms disent que le milieu rural n'est pas rentable, mais moi, je vais aborder la question par une approche contradictoire. Les opérateurs télécoms, et surtout par le service de mobile money, ils ont bien compris que le milieu rural, c'est le milieu le plus rentable. Maintenant, les financiers, les banques classiques, et ils commencent à emboîter le pas parce que les opérateurs télécoms, ils ont ciblé le milieu rural et ils ont apporté le produit sollicité par la population et ils ont compris et réalisé que c'est le milieu le plus rentable.
même pour l'Internet. Pourquoi les gens consomment l'Internet? La population rurale veut l'Internet, mais pour des services. C'est pourquoi le Burundi vise la modernisation des services publics. Et là, quand tu veux approcher la population à travers les services publics et numérisés, donc il faut que la population ait accès à l'Internet. Et de là, vous allez comprendre que le milieu rural est aussi rentable et vous allez y apporter des investissements. Mais en attendant, le gouvernement a mis en place un projet PAFEN, le projet d'appui aux fondations de l'économie numérique, qui vise la mise en place des fondations de l'économie numérique. Dans ce projet, on a essayé d'analyser le contexte local. Quels sont les défis? Nous avons pu identifier 5 piliers qui sont les défis pour la mise en place des fondations de l'économie numérique, parmi lesquels il y a la connectivité rurale, il y a l'accès aux terminaux, il y a aussi le développement des compétences numériques. Mais parlons de l'accès à la connectivité rurale. Dans le cadre de la connectivité rurale, le gouvernement du Burundi, à travers le projet PAFEN, a pu mettre à la disposition une subvention de 11 millions de dollars américains comme subvention de la connectivité rurale. Et là, nous visons la couverture réseau 4G à 176 nouvelles collines au niveau national. On a déjà lancé le lot 1, le lot 2 et le lot 3. Nous sommes en cours de l'attribution du marché pour cette couverture rurale à 4G pour 176 nouvelles collines au niveau national. Donc, il y a la volonté du gouvernement, il y a tout ce financement qui est déjà disponible. Et enfin, pour répondre à la question qui a été posée par notre conseil, c'est vrai, au niveau national pour le Burundi, nous avons notre contexte particulier. Exemple, notre constitution reconnaît même la place de la femme. 30% de la femme, au moins 30% de femmes doivent être représentées sur toutes les institutions. Dans le cadre même de la connectivité rurale, parmi les indicateurs de la réussite des résultats du projet, on doit cibler 40% des femmes contre 60% des hommes qui vont être ciblés dans tous les indicateurs de nos projets. Bref, pour la collectivité rurale, on doit s'assurer il y a combien de femmes qui ont été touchées. Est-ce qu'au moins 40% des femmes contre 60% des femmes ont été notre cible? Même chose pour l'accès aux terminaux, on doit avoir la même cible, 40 contre 60. Bref, la place de la femme est considérée. Et bref, la femme est même le pilier du développement du Burundi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ville. Le temps que nous est parti, je vais donner justement deux dernières interventions, Madame Katia et le DAF de la RCT. Comme ça, on va conclure ce panel qui, justement, voilà, commence à être appétissant. Mais justement, l'un des objectifs justement des forums comme ça, c'est que même pendant la pause café, approchez-vous, faites le réseautage, c'est ça, c'est l'objectif. Donc, c'est le but des AJF, que ce soit des grands intervenants, approchez-les, voilà, s'il y a échangez-vous des cas de visite, ou si vous voulez, voilà, visiter le PAFEN, voilà, les gens qui sont ici, je fais un clin d'œil, voilà, il est là, il est disponible pour justement partager des expériences. Madame Katia, je vous demande vraiment d'être bref et concise, et monsieur le DAF, d'approcher le pupitre. Je pense qu'il n'y a pas de micro-baladeur, il n'y a que des micros fixes. Juste là, le pupitre, vous venez ici. Merci, Francis. Merci, Francis. Bonjour à tous, je suis Katia Fakin, développeuse web spécialisée dans la protection des données pour la société Aprogest. Donc déjà, j'ai une contribution et une question. J'aimerais remercier Madame pour le fait d'avoir réagi sur le manque de femmes dans le panel, surtout qu'au niveau du ministère de l'économie numérique, il y a Madame la directrice, qui est une femme, qui aurait pu participer au panel. Mais par contre, je tiens à préciser, au niveau du Burundi, le ministère de l'économie numérique et les TIC en général sont complètement ouverts aux femmes. Vraiment, c'est un pur bonheur d'être une femme au Burundi dans les TIC. On nous donne notre chance. C'est un des rares pays où on nous dit « montre-moi ce que tu sais faire ». On a cette chance-là et vraiment, je dis merci à tous les Burundais et Burundaises pour cette intégration de la femme.
Merci. Et j'aimerais remercier aussi le panel pour avoir soulevé le problème du lien social. On donne du numérique dans les zones rurales, mais on tue le lien social. Moi, j'ai vu des dérives dans les zones rurales où la prostitution féminine chez les jeunes filles a augmenté parce que faire une jolie photo sur Facebook, c'est bien, mais ça attire aussi les prédateurs, ça attire la traite, ça attire tout ça. Il faut vraiment former les populations rurales pour éviter de détruire le lien social. Et ensuite, ma question, elle va sûrement à Monsieur Mediabox, Monsieur de Centrafrique, Monsieur de BBSL. Au niveau de la connectivité, tout le monde parle financement, mais je n'ai pas entendu parler de la technologie WiMAX. Pourquoi vous n'utilisez pas la technologie WiMAX au sein des campagnes? C'est moins cher, plus facile à mettre en œuvre. Merci. Voilà, vraiment 30 secondes. On prend l'intervention du DAF de la régulation et on va donner l'occasion justement 30 secondes de chacune des personnes ici et comme ça on va clôturer ce panel. Merci de la parole. Ma question s'adresse particulièrement à Monsieur le directeur général de Mediabox, qui, au cours de son intervention, a proposé notamment la mise en place ou l'amélioration des stratégies et en guise de promouvoir le système de partenariat public-privé. Et partant de là, il y a Monsieur le directeur du Fonds de services universels qui avait proposé l'harmonisation des systèmes corrects de contribution au niveau des pays de cette région. Je voudrais alors demander à Monsieur le directeur général de Mediabox de donner encore de lumière ou des exemples concrets de comment améliorer ces stratégies de promouvoir le système de PPP, tenant compte des réalités de ces pays de la région, notamment en vue de réduire la disparité qui s'observe ici et là au niveau de l'inclusion numérique. Merci. Merci beaucoup. Je pense que les questions ont été posées à quasiment l'ensemble de panel. Je ne sais pas comment on va gérer ça, mais si vous pouvez, s'il vous plaît, dans 1 minute. Si on fait 1 minute, vous êtes 6, 7, on aura 7 minutes comme ça, on va nous ressourcer, on va mettre un peu d'énergie pour justement préparer les autres panels qui nous attendent. Voilà. Ça, monsieur le directeur général de BBS, de Mediabox, je pense, qui vient d'être interpellé en demi, je pense, par DAF. Et puis, le DG de la RCT, FSU, et Bachelet aussi, et monsieur Daoud. Voilà, 1 minute chacun, comme ça, on va faire la synthèse de ce panel. Merci beaucoup. Oui, vous avez été interpellé par le DAF par rapport au partenaire public-privé. Oui, je vais revenir rapidement sur la question posée par madame qui a demandé pourquoi aujourd'hui on ne peut pas déployer les infrastructures WiMAX. Et là, je reviens devant moi, il y a M. Touré. Hier, on en parlait. Quand j'étais DG en Athènes, on a déployé une infrastructure WiMAX qui nous avait été d'ailleurs donnée par l'IUT quand M. Touré était encore secrétaire général et je salue sa présence ici. On l'a expérimenté. Je ne dirais pas du mal de WiMAX sans entrer dans les détails parce que c'était le seul réseau Internet qu'on avait à cette époque chez Onatel. Mais aujourd'hui, quand je regarde et je fais la comparaison avec, par exemple, le réseau que nous opérons aujourd'hui, Starlink, plus peut-être le réseau radio de SpiderNet qui est dans notre écosystème,
je parlerai sur juste le déploiement. C'est très facile. Si on parle de la connectivité rurale, allons vers des infra hybrides, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si on regarde le déploiement, sur les aspects déploiement, c'est très facile. On prend un kit, on arrive dans un village, on le pose, s'il y a une énergie, et tout de suite, on couvre la localité. Pour le WiMAX, c'est quand même une infra qui soit un peu plus difficile à déployer et qui est onéreux. Donc, je me limiterai sur ça. Et pour dire quoi, c'est pas interdit de déployer du WiMAX si un des opérateurs est capable de l'avoir et de le déployer dans une localité où il se trouve. Mais aujourd'hui, quand je compare Starlink, nous, 5 minutes après, on a déjà déployé un kit et on a déjà fait des configurations nécessaires et on active le plan que le client demande et tout de suite, les gens sont contents et on couvre un village. Merci. Juste à côté de vous, M. Bachelet. Merci. Merci Hélène pour ton intervention. C'était dans les choses que je voulais dire. Je pense que il y a un usage en France, et jamais sans elle. On devrait le mettre en pratique ici aussi. Je pense que la voix des femmes est aussi importante que celle des hommes et que la mienne en particulier. Dans les choses qui ont été dites, sur lesquelles je voudrais revenir mais vraiment très brièvement, c'est la question de la mutualisation des travaux, la mutualisation des infrastructures, tout ce qui peut permettre de baisser les coûts et d'un usage par le plus grand nombre sera toujours importante. Quand je vous entends tous parler, excusez-moi de ressortir peut-être un ou deux slogans, mais j'ai très peur qu'on soit dans la privatisation des bénéfices et la mutualisation des pertes. Or, chacun d'entre nous a droit aussi à une connexion Internet, comme il devra avoir le droit à l'accès à l'eau et l'accès à l'énergie. Et puis, pour ma dernière phrase, c'est utilisateurs et utilisatrices d'Internet, unissez-vous. C'est ensemble qu'on pourra faire bouger les choses et qu'on pourra avoir les services dont nous avons besoin en tant qu'utilisateurs dans l'ensemble de nos régions et dans les zones rurales en particulier. Merci. Le DG de la RCT. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'attarder sur le déploiement ou la nécessité du déploiement de la technologie WiMAX en milieu rural. Sur le plan de régulation, on est penché surtout sur la net technologique. Les fournisseurs de services choisissent en fonction des objectifs prioritaires. Mais je voulais quand même revenir sur le clin d'œil très important, Edith, surtout par rapport à la responsabilité en milieu rural pour l'utilisation des technologies de communication. C'est très important, un point très important. On avait parlé de la littératie numérique. Ça doit inclure des aspects d'éducation, de changement de mentalité. Ne pas voir c'est vrai, les outils sont là pour l'autodéveloppement, mais la responsabilité va avec. En tant que régulateur, des fois, nous proposons des ajustements ou des encadrements réglementaires avec des obligations de responsabilité, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs des services, mais aussi des utilisateurs. Je crois qu'il est important d'engager des discussions, des débats pour sensibiliser, mais aussi prendre des stratégies concertées dans le cadre de la protection des utilisateurs. Merci. Merci beaucoup, DG. Donc, je pense qu'avec ces mots, on va clôturer son panel qui est si riche. Et voilà. Et, excusez-moi, j'avais oublié, David. Je vous avais donné la parole.
Une minute, s'il vous plaît. D'accord, merci. Donc, je veux dire que connecter les zones rurales, c'est plus qu'une question d'équité nationale. C'est une question de connecter la majorité, c'est une question de dynamiser l'économie nationale. Connecter les hommes ou les femmes? Les hommes et les femmes. Ah, d'accord. C'est les zones rurales. Donc, ce sont des citoyens à part entière, les ruraux, et il faut vraiment les connecter. Et c'est possible. C'est plus difficile, c'est différent que connecter les villes, mais c'est possible. Et comme Sébastien l'a dit, il faut qu'on s'unisse pour qu'on les connecte. Je pense qu'il faut que les fonds de service universel doivent servir à non seulement les solutions habituelles, mais de nouvelles solutions, parce qu'il nous faut de nouvelles solutions, parce que le problème est différent. J'ai pris compte des remarques du docteur du Cameroun. Je suis tout à fait touché par ces remarques. J'aurais dû personnellement remarquer et au moins me plaindre quand j'ai vu le panel. Là, je peux vous promettre que je vais le faire. S'il n'y a pas de femmes, je vais dire pourquoi et je vais faire de mon possible pour qu'il y ait une inclusion. Je me rappelle, à l'IGF Afrique, c'était une obligation d'avoir des femmes et moi-même, j'ai modéré un panel où il n'y avait que des femmes. Donc, je pense que c'est une leçon que l'IGF Afrique centrale doit prendre ici. Du côté d'Internet Society, nous impliquons les femmes et en fait, pour la connectivité rurale, on travaille essentiellement qu'avec les associations de femmes. Donc, je veux bien vous parler après et j'espère que vous pouvez nous mettre en contact avec des associations de femmes dans d'autres zones rurales pour nous aider à avoir des projets de connectivité. Merci et j'espère que c'était un panel intéressant. Merci. Merci beaucoup, Dr. David. Voilà, je pense que c'est un mot qu'on va clôturer, mais juste pour savoir qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne et qui nous allons juste prendre une recommandation, comme ça va être pris dans le rapport final. C'est de la part de Gabin. Il dit, je propose qu'il faut continuer l'intégration numérique du numérique en milieu rural en adoptant des stratégies de sensibilisation sur la cybersécurité. Je pense que l'aspect sensibilisation a été évoqué, que ce soit par M. Guichard, que ce soit par différents intervenants ici. Donc, c'est vraiment tenir en compte M. Gabin qui me suit en ligne depuis un des 4 coins du monde. Voilà, merci beaucoup. Je pense, voilà, je demande aux assemblées d'applaudir les intervenants pour ce panel si riche. Et je pense que je vais passer la main à M. Innocent pour éventuelles communications. Et avant de nous rendre et prendre un petit coup de pause café pour nous ressourcer, je vous remercie.